Dans cet entretien, François Peyotte interroge Bernard de Montréal sur la science de l'énergie. Bernard explique que pour percevoir l'énergie, il faut un médium, comme par exemple la chaleur qui se propage dans un morceau de métal. De même, chez l'homme, il existe différents niveaux de conscience, et plus l'homme se conscientise et développe son corps mental supérieur, plus il devient sensible aux courants subtils d'énergie. L'énergie descend alors dans les différents niveaux de l'homme jusqu'à la matière. Pour comprendre ce phénomène d'énergie et en devenir conscient, il est nécessaire que la conscience de l'ego soit élevée à un niveau transpersonnel. Cela permet à l'homme de ressentir cette énergie dans ses différents corps. Ainsi, la science de l'énergie devient plus tangible et réalisable. Il s'agit donc d'une expansion de la conscience, d'une prise de conscience de la source de sa conscience. Bernard donne l'exemple de se cogner ou de se faire trébucher, et explique que ces expériences servent à rendre l'ego conscient d'un autre niveau de réalité. En prenant conscience de ce plan plus subtil, l'homme pourra développer une agressivité constructive envers ce niveau de réalité qui le trouble, afin de mieux le comprendre et devenir plus conscient de la source de sa conscience. Dans cette discussion, il est mentionné que lorsque l'homme perd sa femme et son emploi, il développe une agressivité et une volonté envers ces situations. Cependant, la conscience humaine étant léthargie et c'est pourquoi des événements occultes servent à réveiller l'homme. Avec le temps, l'homme prend conscience de l'énergie subtile qui circule en lui et développe des attributs naturels tels que la clairvoyance et la clairaudience. Plus l'homme se conscientise, plus il devient mental et peut utiliser ses mouvements d'énergie à sa faveur. Il intègre cette énergie et fusionne avec elle. L'évolution de la conscience humaine est un phénomène nouveau sur Terre, ce qui amène l'homme à se prendre au sérieux, mais le contact avec l'énergie peut l'amener à ne plus se prendre au sérieux. L'homme passe de l'égocentricité à la centrée sur soi, et cela fait partie de la conscience de l'énergie. Sur le plan mental, l'homme manifeste une pensée neuve et transpersonnelle qui fait partie du mouvement naturel de l'énergie à travers ce plan. Cependant, cette énergie ne peut pas se manifester sur le plan intellectuel inférieur. La compréhension de cette énergie demande une transition vers un taux vibratoire différent. Les personnes qui sont habituées à cette vibration comprennent mieux le message, car leur corps mental est ajusté à ce taux vibratoire. Ainsi, lors des conférences, les paroles ne s'adressent pas à l'intellect, mais à une partie de l'homme qui sommeille mais qui est là. Une fois que l'homme est ajusté dans le mental et a pris conscience de l'énergie créative, il est plus facile pour lui de comprendre les différents plans et royaumes de l'existence. Finalement, il est important de comprendre que cette compréhension va au-delà de l'intellect et que cela peut demander du temps et de la pratique pour s'aligner sur cette nouvelle compréhension. Dans cette conversation, l'interviewé cherche à comprendre la nature de la conscience et de l'énergie qui nous entoure. Le conférencier explique que pour être vraiment compris, il faut être perçu dans un premier temps. Il affirme que demain, nous pourrons nous comprendre quand nous aurons compris nous-mêmes. Il explique que l'homme peut vivre au niveau du mental sans mémoire ou avec une mémoire rudimentaire. Cependant, l'homme inconscient vit au niveau du mental inférieur, à la recherche constante de la valeur de la forme, tandis que l'homme conscient saisit l'énergie derrière la forme. Pour comprendre instantanément un homme, il faut avoir plus d'esprit que d'âme, c'est-à-dire plus de lumière que de ténèbres, plus de réalité que d'irréalité. Ce processus d'ajustement se fait graduellement à mesure que l'homme comprend les lois de son mental, de l'ego, de l'esprit, de l'âme et de la pensée. L'intervieweur résume en comprenant qu'il s'agit d'être conscient de son moi cosmique, mais le conférencier explique que l'on ne peut pas être conscient de ce moi cosmique, car il se révèle à mesure que l'homme se déconscientise égoïquement pour se conscientiser créativement. Ce qui bloque le contact avec la source est l'intellect dont la fréquence vibratoire est trop basse pour sa propre lumière. Le conférencier explique que le hasard n'existe pas, mais qu'il y a des lois d'énergie qui sous-tendent l'organisation cosmique. Il précise que le libre arbitre est une illusion de l'ego, tandis que la liberté réside dans la conscience. Un homme conscient n'est pas intéressé par le libre arbitre, mais par la véritable liberté de faire ce qu'il souhaite, de voir, de comprendre et de savoir. Dans ce discours, l'orateur met en avant la notion de libre arbitre et de conscience. Il compare un individu conscient à un félin de l'énergie, capable de ressentir les vibrations et de se déplacer instinctivement pour éviter un danger. En revanche, l'homme inconscient, qui se limite à ses sens matériels, ne sera pas capable de percevoir ces vibrations et se retrouvera sous une brique qui lui tombe dessus. L'orateur affirme que l'homme conscient vit en accord avec son esprit, sa source, sa nature universelle,
tandis que l'homme inconscient se laisse influencer par son âme. Cette dernière est décrite comme étant une pute qui cherche toutes les expériences possibles pour évoluer, au détriment de l'ego de l'homme. L'âme accumule une énergie inférieure appelée périsprit, qui interfère constamment avec le comportement égoïque de l'homme. L'homme sur Terre vit donc constamment des expériences et souffre des influences de son âme. L'orateur critique la conception de la vie terrestre comme étant essentiellement une accumulation d'expériences et affirme qu'elle devrait être plutôt une créativité continue basée sur la conscience. L'orateur met également en garde contre les pratiques telles que l'utilisation du tarot ou du Ouija, qu'il considère comme des canaux d'entrée pour des forces astrales dangereuses. Il affirme que ces pratiques ouvrent les centres d'énergie de l'homme à des entités astrales créant souffrance, mensonges et conneries occultes. En résumé, l'orateur met en valeur la nécessité d'être conscient et en accord avec son propre esprit, et avertit des dangers des influences négatives de l'âme et de l'occultisme. Dans ses propos, l'auteur souligne la dangerosité de s'engager dans l'occultisme sans une compréhension approfondie de ces mécanismes. Il explique que les pratiques liées à l'invisible peuvent être fascinantes, mais qu'elles peuvent également mettre en danger ceux qui les utilisent sans maturité ni connaissance suffisante. Il mentionne l'exemple de Rudolf Steiner, un médium qui a décidé de se retenir d'étudier l'occultisme pendant un certain temps afin de mieux comprendre la réalité objective. L'auteur met en garde contre les nombreuses personnes au Québec qui se lancent dans l'étude des sciences occultes sans la maturité nécessaire et qui risquent d'être attirées par des énergies dangereuses. Il souligne également que certaines entités dans le plan astral peuvent manipuler les individus afin de les faire souffrir ou de les déséquilibrer mentalement. L'auteur conclut en mettant en évidence le lien entre l'aliénation mentale et l'activité souterraine de ces entités. Ce texte met en avant l'existence des entités astrales et soutient que les psychiatres et psychologues reconnaîtront un jour cette réalité. Il souligne la nécessité pour l'homme de se protéger contre la manipulation psychique de son ego par des forces dont il ne comprend pas encore la nature. L'auteur explique qu'il est crucial de ne jamais croire aveuglément en des communications intérieures qui se présentent souvent sous le nom de Dieu ou de saint, car cela peut entraîner des troubles mentaux. Il affirme avoir une grande expérience occulte et donne une instruction mondiale dans ce domaine. Il souligne que l'équilibre entre l'intelligence et l'ego est la seule règle de mesure pour l'homme. Il met en garde contre le fait de perdre sa raison en s'immergeant dans des domaines plus subtils de la conscience et de l'ego, sans avoir suffisamment grandi en intelligence et en maturité. Il affirme que des hommes et des femmes sont possédés par des forces astrales, certains ont conscience et en souffrent, d'autres en sont inconscients. L'auteur se dit fatigué de récupérer des personnes possédées par ces forces et encourage les individus à se libérer des groupes et des sectes pour entrer dans leur propre individualité et comprendre par eux-mêmes les réalités au-delà de la psychologie personnelle. Il considère cela comme le mouvement marquant de l'évolution de la conscience. Dans cette communication, l'orateur fait part de son expérience en tant qu'initié et souligne l'importance de ne pas croire aveuglément. Il explique que les principes établis par les initiés ne doivent pas être négligés et que chaque individu est responsable de sa propre évolution spirituelle. Il met en garde contre le fait de croire sans discernement, car cela peut conduire à différentes formes d'aliénation et même à la dépression ou au suicide. Il précise que les morts, une fois détachés de leur corps physique, évoluent sur le plan astral mais n'ont pas accès à leur propre lumière et dépendent donc des vivants pour y avoir accès. Certains peuvent être des vampires naturels avec des intentions positives ou négatives. Selon l'auteur, les plans subtils de la mort sont utilisés par des entités qui veulent maintenir leur pouvoir sur l'humanité à travers différents courants spirituels. Cependant, l'auteur indique que ces entités ne peuvent pas le manipuler car il est en fusion avec son esprit et possède une conscience mentale, contrairement aux êtres vivants qui sont plus vulnérables. Il affirme qu'un jour, les humains auront la capacité de communiquer avec les morts de manière consciente, mais il est essentiel de ne pas se laisser influencer par ces entités. L'auteur souligne que les morts sont régis par les forces lucifériennes qui cherchent à dominer l'esprit humain, tandis que les forces arimaniennes servent à maintenir l'homme sous l'emprise des forces matérielles. Il conclut en affirmant qu'il est possible d'interagir avec les morts, mais il faut se protéger contre ces entités et développer une conscience supramentale pour comprendre ces plans subtils. Il existe deux niveaux de domination qui affectent l'homme. D'une part, il y a la domination de son esprit par les forces lucifériennes à travers le monde de la mort. D'autre part, il y a la domination de l'homme sur son ego à travers la matière. Lorsque l'homme comprend cela, la vie devient plus facile à comprendre car elle est simple dans sa composition et son organisation. Les forces
lucifériennes et les intelligences qui dominent certaines sphères d'activité dans le cosmos sont puissantes, mais l'homme dans sa lumière est indivisible contre lui-même. C'est cela la conscience supramentale de la prochaine évolution. L'homme deviendra totalement indivisible contre lui-même, ce qui signifie que les forces ahrimaniennes ne pourront plus le détourner de son esprit à travers la science ou la matière. Les forces occultes astrales du monde de la mort ne pourront plus influencer sa conscience par des voies intuitives, télépathiques ou médiumniques. Ainsi, l'homme sera libre et n'aura plus besoin du libre arbitre, qui est une manifestation de la concupiscence des forces astrales. Le libre arbitre est imposé à une humanité qui a été coupée de sa source depuis des millénaires. L'homme a besoin du libre arbitre pour maintenir un équilibre entre son mental et son ego, mais il est constamment retardé par des forces astrales à travers l'illusion du libre arbitre. Cette coupure de l'homme de sa source et de sa lumière est due à la révolte luciférienne. Un ange déchu a tous les pouvoirs sur un être ignorant. L'homme involutif a été assujetti à cette déchéance car il n'a pas pu, de lui-même, réaliser l'intégralité de sa conscience. Mais aujourd'hui, certains hommes commencent à prendre conscience et à lutter contre les forces astrales de leur conscience involutive, ce qui brise peu à peu leur pouvoir sur l'homme. C'est cela la conscience supramentale. Dans la conscience supramentale, l'homme sera libre de ses forces et retrouvera le contact avec sa source, même de manière télépathique. Il aura une intelligence instantanée de ce qui se passe dans le cosmos à tous les niveaux et une compréhension totale de la vie. Dans un futur lointain, l'homme aura une connaissance complète des forces de la matière. Il apprivoisera la matière plutôt que de lui causer des dommages, en lui donnant les vibrations nécessaires pour se libérer des forces involutives qui l'emprisonnent. L'homme utilisera la lumière pour libérer l'énergie de l'atome en lui donnant une vibration spécifique. Cela fait partie de la science cosmique de l'avenir. Avant de pouvoir travailler avec la matière, l'homme doit connaître et intégrer les forces inconscientes qui le manipulent. S'il n'est pas capable de contrôler sa propre conscience, il ne peut pas non plus contrôler d'autres forces qui régissent le monde matériel, végétal ou animal. En conséquence, il se soumet aux forces destructrices en fracturant la matière, en détruisant le monde végétal et en maltraitant le monde animal. FP, certains pensent que les ovnis ont une consistance similaire à celle des manifestations ectoplasmiques de fantômes, mais en étant plus denses. Attend-il que les extraterrestres viennent les sauver? Boulevard M. L'auteur parle de son expérience personnelle et rappelle le choc qu'il a ressenti lorsqu'il a réalisé à quel point l'humanité est ignorante. Il a maintenant décidé d'écrire pour partager ses connaissances, même si elles peuvent sembler occultes pour certaines personnes. Il prépare lentement les masses à des idées nouvelles et espère que ses livres aideront les gens à évoluer. Le premier volume sera publié en novembre et il estime avoir suffisamment parlé pour préparer les auditeurs à la lecture. Il aimerait passer de l'oral à l'écrit car cela serait moins exigeant pour sa santé. Dans ce passage, l'auteur affirme que le livre dont il parle n'est pas le sien, mais qu'il est simplement l'intermédiaire pour transmettre un message. Il prédit qu'il écrira des livres à l'avenir, qui seront en accord avec l'évolution de la conscience des gens. Il déclare qu'il ne peut pas écrire avant le moment opportun, lorsque les gens seront suffisamment éveillés pour les lire et en bénéficier. Il souligne que ces livres seront compris instantanément, même s'ils sont très ésotériques, car les gens auront atteint un certain niveau de maturité mentale et ne s'attacheront plus à la forme, mais iront directement à la vibration. L'auteur affirme qu'il devra détruire sa propre forme publique de maître, car cela fait partie de l'involution. Il explique que dans un futur proche, chaque individu sera son propre maître, ayant maîtrisé l'énergie créative de son mental, neutralisé les forces astrales de sa conscience et sera en union avec sa source. Il prédit que dans l'évolution de la Terre, de nombreux maîtres apporteront beaucoup de science à la Terre dans divers domaines tels que l'architecture, la musique et la chimie. L'intervieweur conclut que si l'auteur écrit plusieurs volumes, la fin du monde n'est pas pour demain matin. L'auteur répond qu'il n'y a pas de fin du monde, mais plutôt la fin d'un cycle, d'un temps, d'une involution et d'une histoire telle que nous la connaissons. Il affirme que la transmutation de la conscience planétaire entraînera une reformulation de la science du gouvernement sur Terre. Les gouvernements apprendront à modifier les paramètres qui constituent les valeurs fondamentales de leurs idéologies, en comprenant les lois des sociétés de manière créative et non mécanique. Cela conduira à une volonté créative pour sauver l'humanité.